Salut tout le monde, deuxième Octogone Tech, des nouvelles qui me semblent très intéressantes. Mais je voulais ouvrir un petit résumé un peu général, d'abord sur le fait que le Bitcoin est tombé sous les 58 000 dollars, après avoir voulu taquiner les 75 000 en mars, alors que lui, l'or, est resté à 77 000 dollars le kilo, enfin il a taquiné les 77 000 dollars le kilo précisément le 19 avril. L'or se maintient et on voit vraiment qu'on avait un Bitcoin qui était quasiment au prix du lingot d'or. Alors attention, hein, la market cap, la capitalisation boursière du Bitcoin reste de l'ordre de 1000 milliards de dollars, plus de 1000 milliards de dollars. Pour ce projet, ça reste quand même une dinguerie quand vous réfléchissez bien. Je veux dire, en 2009, que ça valait quelques centimes. Et c'est quelque chose qui marque l'histoire. On le sait tous parce que c'est la première monnaie qui est en quelque sorte basée sur la connaissance. Même si son proof of work sa preuve de travail, donc en français, n'est pas utile. C'est un des grands horizons sur le perfectionnement des crypto-monnaies, la conception de preuves de travail utiles. Useful proof of work. Qu'est-ce que c'est qu'un proof of work? Je vous rappelle, donc le proof of work de Bitcoin a été inventé par Adam Back, qui était un des suspects pour avoir participé sous le nom de Satoshi Nakamoto à la création du Bitcoin. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment certain que c'était Nick Szabo selon moi. Mais Adam Back avait créé donc un filtre anti-spam. L'idée était de dire en gros, tu veux mettre un courrier dans ma boîte aux lettres, pas de problème, tu fais d'abord une fois le tour de la maison et ça va me prouver que ton courrier est important. S'il est important, ça mérite de faire une fois le tour de la maison. C'est ça un proof of work. Prouve-moi que tu as travaillé. Un proof of useful work, dans la même métaphore, ce serait si jamais vous disiez à votre facteur, tu veux mettre la lettre dans la boîte aux lettres, très bien, va d'abord bêcher mes salades. Ça c'est utile. Autant faire un tour de la maison, ça n'a aucun intérêt économique pour vous. Mais aller bêcher les salades dans votre potager, ça a un intérêt économique pour vous. C'est ça la différence entre une preuve de travail, et par défaut inutile, et une preuve de travail utile. Le Bitcoin n'est pas une preuve de travail utile. Peut-être qu'un jour vont arriver des crypto-monnaies de cette ampleur qui auront une preuve de travail utile. Je rappelle aussi pour le grand public que la grande différence entre le Bitcoin et l'immense majorité des autres crypto-monnaies, avec quelques exceptions comme Monero, etc., c'est qu'il n'est pas préminé, c'est qu'il n'est pas centralisé, c'est qu'il n'y a pas de fondation du Bitcoin qui, si elle devait être mise en examen ou dissoute ou attaquée, pourrait faire sauter tout le projet, comme c'est le cas pour Ethereum par exemple, et que ça fait quand même de cette crypto-monnaie quelque chose de tout à fait différent et unique. Mais comme beaucoup l'avaient dit, l'arrivée des ETF, comme il y avait l'or papier, et l'or papier et l'argent papier ont permis de manipuler le cours de l'or et de l'argent. JP Morgan s'est fait choper des tonnes de fois à manipuler le cours de l'argent. Eh bien, l'arrivée du Bitcoin papier a sans doute contribué à cette baisse, à cette chute du Bitcoin. Mais bien sûr, il y a aussi le fait que les baleines prennent leur profit, ce qui signifie qu'elles n'ont pas forcément la même, optimisme par rapport, par exemple, à quelqu'un comme Max Kaiser qui vous sort que le Bitcoin peut atteindre les 150 000 après son prochain halving, ce qui certes reste possible sur le long terme. En tout cas, je voulais ouvrir là-dessus. Le Bitcoin est retombé, bon, pas dramatiquement, et ça peut être justement qu'un reculé pour mieux sauter, une prise de bénéfice vers les 150 000. Ça, l'avenir le dira, ce n'est pas un conseil financier. Mais que l'or reste, lui, ça me semble tout à fait intéressant. Enfin, juste avant la une de cette Octogone Tech, le fameux cas des puces M chez Apple qui ont été compromises. Alors, je vous rassure, c'est grave, hein, mais c'est grave dans le sens pour Apple. C'est pas grave pour vous. C'est une compromission locale. C'est-à-dire qu'il faut, pour que quelqu'un l'exploite, il faut que quelqu'un ait accès physiquement à votre machine. Ce qui, d'une façon générale, en matière de compromission, est déjà suffisamment grave. Je veux dire, le fait que les puces M chez Apple soient compromises dans l'architecture et dans leur cache en particulier n'est pas si grave parce que, de base, si le problème c'est qu'il faut que quelqu'un ait accès à votre ordinateur, il peut faire tellement de mal que la compromission des puces M ne fera pas de différence particulière à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul technologique sur ces puces parce que dans l'histoire de l'informatique, on peut faire un peu le point. Vous avez eu la grande période que les gens de ma génération et de la génération précédente, les X, ont connue, à savoir donc la fréquence d'horloge comme facteur clé de succès pour les machines. Donc vous achetiez un ordinateur dans les années 90, début 2000, c'était la fréquence d'horloge qu'on vous encourageait à regarder. Et puis rapidement, la fréquence d'horloge est devenue un facteur limitant parce que de toute façon, la surchauffe du processeur empêchait de passer les 6 GHz. Donc pour simplifier, 6 milliards de cycles par seconde. Et d'ailleurs, on appelait ça des cycles à l'époque de la radio, précurseur des ordinateurs.
Et je crois que c'était donc la AMD Bulldozer il fallait de l'azote liquide pour le refroidir. À partir de là, il y a eu un nouveau facteur clé de succès qui était la capacité à calculer en parallèle, que Intel avait mal anticipé, ce qui a pu faire émerger des grandes sociétés comme Nvidia, qui faisaient des cartes graphiques et qui continuent à en faire, mais qui ont été utilisées pour le minage de crypto-monnaies et puis ensuite pour l'IA. Et puis je vous ai parlé dans les autres Octogone Tech, je vous le rappelle, de Grok avec un Q, à pas confondre avec Grok avec un K, qui est le projet d'Elon Musk pour une IA, et Grok avec un Q, c'est du matériel, du hardware, qui est optimisé pour les intelligences artificielles. Et c'est encore mieux qu'NVIDIA, de ce point de vue-là. Mais donc, vous avez eu Intel qui n'avait pas forcément vu venir l'arrivée du mobile, c'est-à-dire le fait, les nouveaux facteurs clés de succès du mobile, c'était de consommer peu, par exemple, parce que vous avez une batterie, alors que quand vous avez un ordinateur qui est branché, c'est pas du tout un problème. La surchauffe non plus n'est pas un problème, même si à l'époque, vous avez déjà, si vous vous rappelez peut-être, les gens de ma génération ou de la génération précédente, le logo Energy Star, qui était déjà à la mode dans les années milieu 90, qui montrait la tendance vers laquelle allait l'informatique. Parce que vous aviez de toute façon de gros opérateurs qui voyaient bien la note d'électricité et qui s'en préoccupaient déjà. Mais donc, Apple a utilisé pour ses ordinateurs personnels des puces Intel. Et puis, alors c'était un truc assez controversé à l'époque parce que Apple avait sa propre architecture. Et puis, Apple est revenu à sa propre architecture, ayant énormément de trésorerie, et a fait donc une architecture ARM, Advanced Risk Machine, pour ses PC. Mais c'était aussi une architecture ARM pour ses mobiles, qui consommaient peu, etc. Donc, en quelque sorte, elle a mobilisé ses PC. Et cette architecture était dingue, les puces M étaient une révolution. Mais aujourd'hui, l'état de grâce est passé. Vous avez des concurrents, notamment Qualcomm, qui fait les puces Snapdragon, qui est en train de les amener sur les PC. Alors certes, il faut se rappeler de la grande phrase d'Alan Kay, qui était une idole de Steve Jobs, qui disait « Les gens qui sont sérieux en matière de logiciel devraient faire leur propre matériel. Those who are serious in software should make their own hardware. » Donc software, logiciel et matériel, hardware. Et en effet, c'était l'approche d'Apple. Microsoft est devenu riche et aujourd'hui il pèse plus lourd qu'Apple en bourse parce qu'Apple a des problèmes, notamment l'annulation de l'Apple Car, ça aussi dans les nouvelles technologies. Alors il y a deux aspects des nouvelles technologies que je vais traiter dans des vidéos séparées sur ma chaîne à moi. L'annulation de l'Apple Car avec un grand sujet sur la mobilité en général parce que oui, l'Apple Car c'est fini, ça y est, ça leur a coûté au moins 10 milliards, mais c'est mort. Et ce qui prouve vraiment qu'Elon Musk était vraiment un capitaine d'industrie exceptionnel parce qu'il a réussi là où Apple a échoué. Et Apple a beaucoup plus de crédibilité que Tesla encore aujourd'hui et beaucoup plus de trésorerie et pourtant ils ont foiré. Donc c'est quand même quelque chose de remarquable même si Tesla a quelques difficultés, notamment des rappels concernant le Cybertruck, la possibilité quasi certaine que le Cybertruck ne soit pas commercialisable en Europe, c'est pas rien, en Union européenne. Et donc, voilà, selon les thèses que vous voulez développer, une thèse acheteuse, une thèse vendeuse, une thèse bullish, une thèse bearish, soit vous considérez que Tesla est en solde, parce qu'ils ont des difficultés, mais c'est bien, ça les a un peu humiliés, donc ils sont en solde, soit vous considérez que l'état de grâce est passé pour Tesla, et selon la thèse que vous voulez développer, achetez ou vendez Tesla. J'aurais plutôt tendance à penser que Tesla est bradé en ce moment parce que ces difficultés-là créent une opportunité acheteuse sur Tesla, mais ça c'est uniquement mon opinion personnelle, c'est pas du tout un conseil évidemment d'investissement. Donc quoi qu'il en soit, parce que je vais revenir après sur Elon Musk, mais donc l'Apple Car qui avait été annulé, ça serait la fin aussi de l'état de grâce d'Apple, c'est la raison pour laquelle donc Microsoft vaut plus qu'Apple. Et en bourse aujourd'hui, et en particulier donc Microsoft avec cette stratégie large spectre, on ne fait pas notre propre matériel, alors ils le font maintenant avec la ligne Surface, etc., mais on ne fait pas notre propre matériel, on fait un logiciel généraliste qui va tourner sur toutes les machines, mais qui ne sera pas optimisé, c'est là que je voulais en venir. Et donc aujourd'hui, quand Snapdragon, les processeurs Snapdragon avec Qualcomm arrivent, ils n'ont pas le niveau d'optimisation complètement fou que peuvent avoir les puces M, parce qu'elles sont faites par Apple pour Apple. Mais il n'empêche que c'est en train d'arriver lentement et que en fait Qualcomm est en train de talonner Apple sur la philosophie M, disons. L'approche des puces M d'Apple, c'est une philosophie très particulière à laquelle le marché et l'industrie a donné raison, puisque Qualcomm limite pour les PC. Et donc les PC du futur pourraient être sur des puces Qualcomm, ce qui serait donc, vous l'avez compris, très bon pour Qualcomm et très mauvais pour Intel.
mais aussi pour AMD, sauf si AMD copiait Qualcomm. En fait, AMD, d'ailleurs, sa stratégie avait toujours été de faire quelque sorte de la copie low cost, en trichant, hein, en étant, c'est pas une boîte très très honnête AMD, mais sa stratégie était de copier ce que faisait Intel à moindre coût. Le jour où vous allez voir AMD qui copie Qualcomm et qui a copié l'approche Snapdragon pour les PC, parce qu'encore une fois, Snapdragon c'était pour les mobiles, j'insiste, hein, mais Apple a mobilisé ses PC. Je sais, le terme est un peu disgracieux, mais vous allez vous en souvenir comme ça. Et cette philosophie avait été très critiquée quand Apple a fait les puces M, architecture ARM pour ses PC. Et puis, l'industrie lui donne maintenant complètement raison. De la même façon que Intel avait raté le tournant du mobile, il n'y avait pas de puce Intel dans les mobiles, sauf pour les, PC, les mobiles Microsoft, Nokia Microsoft à l'époque. Nokia, très belle boîte par ailleurs, qui est complètement sortie du mobile où elle a échoué après avoir été la meilleure, mais qui aujourd'hui, dans les fibres optiques, dans les infrastructures, est une boîte de pointe, au passage. Eh bien, donc, vous avez la possibilité que AMD se mette à prendre Qualcomm comme cible. Et ça serait très intéressant. Je voulais en parler dans l'Octogone. Donc, désolé de cette longue ouverture, 11 minutes du coup, mais vraiment, il fallait en parler parce que c'est quelque chose qui est dans l'esprit du temps et qui vous informe sur une épopée, en fait, de la loi de Moore jusqu'à aujourd'hui. Au passage, donc, après la consommation énergétique, vous avez eu la taille, bien sûr, des transistors, l'impression en 5 nanomètres, puis 3 nanomètres. Et en fait, aujourd'hui, je vais être très honnête avec vous, ça n'a plus grande importance. Le 5 nanomètres ou le 3 nanomètres, bien sûr, c'est une narration intéressante, mais ça n'a plus une importance cruciale non plus. Et en réalité, on va voir arriver d'autres facteurs clés de succès dans l'architecture des processeurs, justement. À l'avenir, on est passé de la fréquence d'horloge au nombre de transistors par millimètre carré, et donc à la capacité à imprimer des transistors à 5 nanomètres, 3 nanomètres jusqu'à la limite quantique. Vous allez avoir des innovations de rupture. Les Chinois sont déjà en train de réfléchir, et même de développer des processeurs à lumière, donc de l'optronique. Vous avez encore d'autres approches, bien sûr, l'informatique quantique qui se tient en embuscade. Je crois qu'en France, vous avez une start-up intéressante qui s'appelle Alice et Bob. Alice et Bob, c'est les deux personnages qu'on utilise en cryptographie pour dire Alice veut envoyer un message à Bob. Ça remonte aussi à des considérations de John Conway, le regretté John Conway, qui avait développé les nombres surréels et qui utilisait, je crois, le premier Alice et Bob. Et ben, cette start-up française Alice et Bob est très intéressante à suivre pour cette raison, parce que informatique quantique. Donc voilà le tour d'horizon sur les puces. Alors, maintenant, la couverture de cet octogone, et pardon d'avoir pris cette ouverture, mais bon, à chaque fois, je ne veux pas ouvrir en fait sur la couverture de l'octogone. Je veux justement faire un petit point d'horizon, un petit tour d'horizon sur les choses importantes, sans pouvoir trop rentrer dans les détails, mais en essayant d'aller vite. Alors, le projet Hyperloop est au point mort. Et en fait, vous allez voir, je vais faire un peu comme Henri Guillemin quand il fait une conf sur Voltaire, qui vous dit Voltaire était un salaud, partie 1, Voltaire n'était pas un salaud, partie 2, et partie 3, qui était Voltaire. Partie 1, je vous fais Hyperloop est mort, partie 2, Hyperloop est ressuscité. Hyperloop est mort, quand même, ça faut le voir, il y a un échec dans Hyperloop. Je vous cite la dépêche, ça vient de Café Tech, une newsletter quotidienne sur la technologie. C'est un échec de plus dans la course à l'Hyperloop. Ce projet de transport futuriste présenté il y a plus de 10 ans par Elon Musk, certainement celui de trop, fin décembre Hyperloop One. Voilà, donc il faut savoir que Virgin avait investi dedans. Ensuite, Virgin a retiré son nom. Vous avez une société Emirati qui avait mis de l'argent dans Hyperloop, Virgin Hyperloop One. Le fait que Virgin ait retiré son nom, déjà, c'était très mauvais signe. Hyperloop n'arrivait pas à facturer et à faire du chiffre d'affaires. Et donc, ça a fini par foirer. Hyperloop a été liquidé, pas en Chapter 11, mais je crois l'autre, c'est Chapter 7, je ne sais plus. Donc, je continue la dépêche. Fin décembre, Hyperloop One, anciennement connu sous le nom de Virgin Hyperloop, a officiellement fermé ses portes. Un temps financé par le milliardaire britannique Richard Branson, donc de Virgin, la start-up américaine semblait être l'acteur le mieux placé pour concrétiser ce projet fou qui promettait de faire circuler des passagers à une vitesse supérieure à 1200 km/h. La situation est aussi préoccupante chez son ex-rival Hyperloop TT, qui a dû annuler son introduction en bourse et aussi abandonner l'été dernier son site de test à Toulouse, sur lequel elle avait construit un tube de 300 mètres, après des mois d'inactivité et de loyers impayés.
Alors, c'est la dépêche de Café Tech, hein, je continue. Fondée en 2014, Hyperloop One avait connu des débuts très mouvementés, entre conflits internes, difficultés financières et changements de nom. La startup avait été relancée par l'arrivée dans son capital de Richard Branson en 2017, accompagnée par DP World, un important groupe portuaire émirati, devenu son premier actionnaire. En outre, elle avait levé plus de 400 millions de dollars, c'est pas rien, hein, pour mener à bien son projet. Fin 2020, elle avait transporté ses 2 premiers passagers sur une distance de 500 mètres à une vitesse maximale de 170 km. Donc on était quand même très loin des 1200 km/h, etc. Un test symbolique salué comme une étape historique. En coulisses cependant, les retards s'accumulaient et le premier tronçon commercial, initialement espéré en 2020 puis repoussé en 2025, n'était plus espéré avant 2030. Seulement des marchandises, enfin, début 2022, Hyperloop One avait ainsi choisi de changer radicalement de stratégie, abandonnant le transport de passagers jugé trop complexe pour se concentrer uniquement sur le fret. La moitié des employés avaient alors été licenciés et Virgin avait claqué la porte. Cette volte-face avait donné raison à tous ceux qui doutaient dès le départ de la faisabilité du projet, notamment pour assurer la sécurité des occupants des navettes. Les ambitions de la société se heurtaient toujours à de nombreux défis technologiques et logistiques, et aussi à des coûts faramineux. Dans des documents financiers révélés en 2016, elle estimait la facture entre 52 millions de dollars par mile de voie à Dubaï et 121 millions en Californie, bien plus que pour les trains à grande vitesse, certes, mais c'était censé aller 3 fois plus vite. Alors avant de passer à la dépêche suivante qui sera Hyperloop n'est pas mort, le plus long tube d'essai d'Europe vient même de voir les jours aux Pays-Bas, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle, ou là en l'occurrence une résurrection potentielle. Et ça c'est une dépêche qui nous vient de Clubic, clubic.com. Eh bien, faisons un petit point rapide. Donc Hyperloop, qu'est-ce que c'était ? C'était l'idée, alors déjà l'esprit Jules Verne en général. C'est vrai que quand on est un innovateur comme Elon Musk, qui est quand même largement couronné de succès, on est blasé par la situation d'ordre général qui est qu'on est au 21e siècle avec une morosité et un conservatisme technologique assez exceptionnel. C'est-à-dire que d'un côté, on a des abominations comme le cyberpunk, comme l'idée que Elon Musk soutient, mais à sa manière, parce que lui, il est techno-pessimiste. Ça serait une énorme erreur de le croire transhumaniste. Il n'est pas transhumaniste, Elon Musk, pas du tout. Mais c'est un techno-pessimiste, il pense que les IA vont gagner et qu'en conséquence, il va falloir fusionner avec la machine, ce que je considère comme absolument dramatique et abominable. Mais à part le cyberpunk, on a un conservatisme technologique général. C'est-à-dire que Jules Verne, il nous foutrait des tartes. Même Barjavel nous mettrait des claques s'il voyait à quel point on est peu innovant, fondamentalement. On est quand même, il y a 100 ans, on avait des zeppelins, on avait un tourisme de l'air, et c'était une époque beaucoup plus optimiste. Et malgré les accidents du Zeppelin et du 101, j'ai oublié son nom, le grand projet anglais aussi, l'équivalent qui a été fondu pour faire le Zeppelin justement après son accident. Je ferai aussi là une longue vidéo là-dessus parce que ça me fascine. Mais donc Elon Musk veut faire un peu d'optimisme technologique et donc un train à grande vitesse, puisqu'en plus les infrastructures américaines, c'est vraiment bien de la merde, il ne faut pas se le cacher. Là où les Chinois construisent plein de voies à très grande vitesse. Au passage, l'échec d'Hyperloop, c'est très mauvais pour Neom. Et c'est très mauvais pour The Line. Parce que The Line, bon, il y a plein d'autres choses qui sont mauvaises pour The Line, mais à commencer par le fait que non, l'urbanisme en ligne, ça n'existe pas pour une bonne raison, et que ce sont des architectes qui sont en train d'escroquer l'Arabie Saoudite très essentiellement. Mais, fondamentalement, The Line ne peut pas exister sans quelque chose qui va à 1000 km/h. Et ce quelque chose n'existe pas. Il n'est pas du tout sur étagère, il n'est pas testé. On a des techno-optimistes qui le développent, mais la première itération a foiré. Et ça, c'est très mauvais pour Neom. Maintenant, donc, si je reviens au parcours de Musk, lui voulait un projet de cette nature, mais il ne pouvait pas s'en occuper personnellement, donc il l'avait mis en source ouverte. Et plein de différents entrepreneurs avaient investi dedans, dont Richard Branson, qui est quand même connu pour être assez excentrique. Il investit dans le tourisme spatial aussi, avec Virgin Galactic. Et c'était très optimiste à l'époque. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment un premier grand écueil. C'est pas Elon Musk qui ramasse. Enfin, il ramasse en termes de crédibilité, mais c'est pas lui qui ramasse, que c'est pas lui qui s'occupait d'Hyperloop. Mais c'est Richard Branson. Alors donc maintenant, la dépêche contradictoire, Hyperloop n'est pas mort. Le plus long tube d'essai d'Europe vient même de voir le jour aux Pays-Bas. Je lis la dépêche de Clubic. Le plus long tube d'essai du vieux continent a été inauguré cette semaine du côté des Pays-Bas. S'il ne mesure que 420 mètres de long, on voit quand même tout de suite la limitation des ambitions, il fait renaître l'espoir autour de la technologie. Un temps prometteur, puis un temps moqué,
Nous sommes finalement nombreux à douter de l'avenir du train Hyperloop et pourtant, la piste d'essai la plus longue d'Europe a été inaugurée près de Veendam, dans un centre ferroviaire désaffecté des Pays-Bas. Dans l'esprit des concepteurs, l'Hyperloop pourrait relier Amsterdam et Barcelone. Là, on voit aussi tout l'aspect économique. Pour Elon Musk, c'était San Francisco, Los Angeles, entre lesquels Elon Musk faisait la navette en jet privé, parce qu'il avait des sociétés de part et d'autre, hein, donc SpaceX à Los Angeles à l'époque et Tesla à San Francisco. Et puis entre-temps, bien sûr, Elon Musk a tout déménagé au Texas. Dans l'esprit des concepteurs, l'Hyperloop pourrait donc relier Amsterdam à Barcelone à une vitesse de 1000 km/h en 2 petites heures d'ici 2050. Nous sommes encore très loin du compte, voilà, parce que d'ici 2050, donc on parle quand même de 25 ans. Des tests grandeur nature d'ici 2030 pour un Hyperloop en lequel beaucoup croient encore. L'homme à la tête du centre européen Hyperloop de la société Art Hyperloop, Sacha Lam, ne cache pas son ambition de bâtir à terme un réseau de 10 000 km. Alors oui, j'espère qu'il sera encore là pour le voir, parce que les Chinois vont quand même beaucoup plus vite en termes d'infrastructures, et eux n'utilisent pas Hyperloop. Là aussi, il y avait plusieurs raisons, parce que vous aviez différents modèles. Le concept général d'Hyperloop est de prendre un tube, de faire soit le vide dans tout le tube, ce qui s'avère être trop cher, soit de faire le vide à l'avant, c'est-à-dire vous avez une rame Hyperloop qui a une hélice à l'avant, qui va rejeter l'air vers l'arrière pour avoir une meilleure aérodynamique. Et du coup, avec ce vide qui est fait à l'avant, eh bien, vous pouvez vous déplacer à 1000 km/h en étant un train, puisque vous êtes à basse pression. Un avion peut se déplacer à 900 km/h facilement parce qu'il est à 10 000 mètres d'altitude, donc la pression de l'air est très inférieure, il y a moins de frottement. Pour un train, faire 10 000 km/h, c'est très compliqué. Et puis, il y avait l'autre aspect, bien sûr, qui était problématique, c'était que normalement, un train doit acheter beaucoup de foncier, mais si vous avez un système sur pilotis, eh bien, vous pouvez, dans une certaine mesure, réduire le coût de l'acquisition foncière. C'était ça la logique d'Hyperloop, qui sur le papier faisait sens, mais pour l'instant, aucun pays ne l'a adopté, même la Chine, qui a pourtant des problèmes aussi sur l'acquisition foncière, même s'ils peuvent bien sûr confisquer, mais ça leur coûte quand même très cher de faire leur train. Mais ils considèrent que c'est des pertes et profits, que c'est un investissement dans l'immobilier en général en Chine. Ça fait partie aussi de ça, c'est-à-dire la demande, en fait, le principe, c'est un peu comme le Far West, vous savez, vous déployez une ligne de chemin de fer, et puis l'arrivée d'une gare, etc., va doper, va permettre de faire des spéculations foncières merveilleuses. Et les Chinois, bien sûr, investissaient de cette façon-là, mais ils n'ont pas, eux, investi dans Hyperloop, ils ne croient pas en Hyperloop, ils croient en les trains magnétiques, ils croient en les trains qui peuvent faire du 500 km/h de vitesse de croisière, pas de pointe, pas de record comme le TGV ou le Shinkansen, mais vraiment qu'on puisse se déplacer à 500 km/h de façon tout à fait certaine et sûre en termes de sécurité. Mais Hyperloop, pour l'instant, les Chinois n'investissent pas dedans. Donc voilà, c'est Hyperloop est mort, vive Hyperloop. Le roi est mort, vive le roi. En fait, les Pays-Bas semblent encore croire en ce projet, mais vous voyez quand même les ambitions ont été revues à la baisse. 2050 pour un projet. D'ici là, il pourrait y avoir des innovations de rupture très importantes. Donc voilà sur cet Octogone Tech. Alors je voulais, sur la partie publique, je voulais quand même faire un petit point sur un sujet intéressant. Le premier hackathon de technologie de défense de Londres rapproche la guerre en Ukraine des startups de la ville. C'est toujours assez fascinant de voir que de la même façon que la Silicon Valley avait été financée par l'industrie de l'armement, eh bien, on commence à voir des hackathons de défense parce que personne n'a de ministère de l'attaque, rappelez-vous-en. Et là, en l'occurrence, vous avez donc ce hackathon à Londres. Bon, c'est toujours symbolique, hein, c'est avec ce qui se passe vraiment en Ukraine, les gens qui se font Shanghai, en anglais, en Shanghai, ça veut dire on se fait attraper, on se fait kidnapper, quoi, et qui se font jeter dans des camions avec un pain dans la tronche. Il y a encore une vidéo qui a circulé d'un pauvre bougre à Kiev, père de famille qui rentre du travail et qui se fait mettre la main dessus par des recruteurs virils de l'armée ukrainienne. Et il crie à l'aide et la population se rapproche et au final il le laisse aller. Donc c'est quand même c'est une méthode de gangster, quoi. Et que vous avez donc même le Daily Beast, qu'on ne peut pas pourtant accuser d'être à droite et d'être souverainiste nationaliste. Le Daily Beast a clairement rapporté des témoignages de soldats ukrainiens qui disent que le package d'aide ne sert absolument à rien et qui va juste prolonger une situation intenable et que c'est à la diplomatie maintenant de prendre le relais. Mais bon.
Donc, vous avez besoin de ces symboles et ce hackathon qui est rapporté par TechCrunch en fait partie. Je lis donc la dépêche qui vient de TechCrunch. La semaine dernière, le Royaume-Uni a annoncé son plus grand programme de soutien militaire à l'Ukraine. Le projet de loi porte le soutien total du Royaume-Uni pour cet exercice financier, bien entendu, à 3 milliards de livres sterling, ce qui n'est pas tout à fait les 50 milliards de dollars promis récemment par les États-Unis, mais reste substantiel. Mais alors que la plupart de ces fonds seront consacrés à du matériel militaire très traditionnel, évidemment, une nouvelle initiative technologique lancée le week-end dernier visait à renforcer les capacités de guerre asymétrique de l'Ukraine contre la Russie. Alors ça c'est quand même important parce que oui, la seule solution pour l'Ukraine c'est la guérilla, c'est la guerre asymétrique. Une guerre conventionnelle c'est du suicide. Et on le voit bien puisque 600 000 morts et 1 million d'estropiés ou de grands blessés. Mais la guérilla fonctionnerait, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est Alexandre Robert, le grand Alexandre Robert de History Legend que je salue, qui est la meilleure chaîne sur l'Ukraine, vraiment de très très loin, et que je vous encourage à regarder, il est passé déjà 2 fois chez nous. Je continue la dépêche. En fait, le London Defense Tech Hackathon a été le tout premier événement réunissant certains des esprits les plus brillants du Royaume-Uni dans le domaine de la technologie, du capital risque et de la sécurité nationale dans un contexte militaire. L'idée était de rassembler des idées pour à la fois aider l'Ukraine et également créer une couche beaucoup plus poreuse entre le monde de la technologie civile en évolution rapide et le monde très différent de l'armée. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que vous devez vous attendre à ce que la France fasse pareil. Ça, c'est le premier point important. Pour faire un petit peu d'anticipation, dans la mesure où ça permet d'avoir un très grand écho politique à faible coût, puisque bon, après tout, c'est pas grand-chose, ça mange pas vraiment de pain, eh bien, vous pouvez être absolument certain que la France va imiter ce projet, qui avec les Alfrécinet ou j'en sais rien, mais que vous aurez des hackathons pro-ukrainiens à Paris. Ça, c'est quelque chose que je suis prêt à parier. Ensuite, l'autre point important, c'était que dernièrement, vous avez eu des cas qui sont rapportés notamment par History Legends de drones, entre guillemets, qui auraient été développés par les Ukrainiens, mais qui, d'après Alexandre Robert, ont bien davantage été développés par la CIA, et je le crois tout à fait là-dessus, où en fait, ils ont pris un Cessna, un avion civil modifié à bas coût, peut-être même pas un Cessna, mais un avion civil qui, en gros, prix de production est à autour des 70 000 euros quoi, de fabrication. Et ils l'ont entièrement rendu autonome. Enfin, pas autonome, mais pilotable à distance. Donc, ils ont droné, je vais dire un Cessna, c'est pas forcément un Cessna, mais vous voyez l'idée. Ils ont droné un Cessna, ils l'ont chargé d'explosifs, et ils s'en sont servis comme drone kamikaze. Et en effet, ça coûte beaucoup moins cher qu'un missile d'interception. Parce que c'est un coup court, ça va pas vite, hein. Ça fait du 140 km/h ou grand max du 200 km/h. Mais c'est quand même quelque chose qu'on voit arriver dans le théâtre des opérations. Le low-tech, les méthodes, le bricolage, qui est une constante de la guerre. Il ne faut jamais oublier que c'est vraiment quelque chose de constant. Vous aviez ce sergent dont le nom m'échappe pendant le débarquement de Normandie qui utilisait les pièges anti-tanks en métal et qui les ressoudait pour faire des lames de bulldozer à l'avant des Sherman. Ça a donné la gamme des Sherman Rhino. Le bricolage, c'est une constante de la guerre en réalité. En fait, c'est uniquement parce que les salons donnent une idée avec, vous savez, des ingénieurs propres sur eux, parce qu'il faut vendre le plus cher possible. Donc les salons donnent l'idée de ce que l'armement, c'est quelque chose de parfaitement poli, astiqué, pensé. Mais en fait, non. La guerre, c'est le bordel. Comme disait Sherman, la guerre, c'est l'enfer. Mais la guerre, c'est le bordel. Il y a une constante de chaos dans la guerre. Et donc, le bricolage foireux est quelque chose qui fonctionne en réalité. D'ailleurs, c'est la fameuse loi de Murphy de la guerre. Si c'est débile, mais que ça marche, c'est pas débile. Et dans les situations de guerre asymétrique, ce côté bricolage, vous allez le voir de plus en plus souvent. Or là, ce dont ça témoigne, en fait, c'est que pendant qu'on nous parle, et qu'on est vraiment à contre-temps, je vais conclure la partie publique de l'Octogone Tech là-dessus, pendant qu'en France, on est complètement à contre-temps, on envoie la Légion étrangère à Odessa, on va faire quelque chose, on envoie des troupes, on est sur l'idée d'une escalade de guerre conventionnelle. Eh bien, la CIA a déjà prévu le fameux « stay behind », c'est-à-dire rendre l'occupation invivable pour l'occupant, et utiliser des méthodes de guérilla low-tech qui permettent de conduire la guerre de façon très longue. Et là, ça prouve donc qu'on est à contre-temps en France, que la pensée militaire, aujourd'hui, qui préside l'entourage de la Macronie, est complètement à rebours, de même si vous êtes complètement pro-ukrainien, de ce qui devrait être fait. Et ce hackathon à Londres, en fait, trahit des intentions plus profondes.
Et c'est là-dessus vraiment que je voulais insister.